Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Elle voulait en un an débarrasser Bamako de ses déchets plastiques, mais l'urgence sanitaire en a pour le moment décidé autrement. Pandémie de Covid-19 oblige, elle s'est engagée dans le combat contre ce virus mortel et réorienter les actions de sa fondation environnementale vers la fabrication d'équipements de protection pour la population, des masques en coton notamment distribués aux plus démunis. Membre de la famille royale du Burundi, la princesse Esther Kamatari, après avoir défilé pour les plus grandes maisons de haute couture du monde, a décidé de mettre son talent et son charisme au service donc de l'environnement, de l'écologie en Afrique. Princesse, mannequin, conseillère municipale jusqu'à il y a quelques jours, engagée dans de nombreuses causes humanitaires, celle qui vit aujourd'hui entre la France et le Mali, a accepté notre invitation pour nous parler de ces combats. Merci donc madame d'être venue sur notre plateau. Quand la pandémie de Covid-19 éclate au Mali, vous êtes déjà ici, les frontières se ferment, mais ce n'est pas judicieux de dire que vous avez été bloqué ici puisque vous seriez parti si vous l'avez souhaité. Pourquoi avez-vous fait le choix de rester au Mali pendant cette période difficile où beaucoup à votre place auraient fait le choix de partir quand même? La première chose, c'est que je voulais d'abord vous remercier pour cette invitation, de me donner l'opportunité de m'exprimer, de raconter un peu cette histoire peu ordinaire, j'avoue. Quand le coronavirus est déclaré que les frontières sont fermées, je devais prendre l'avion. Donc l'avion était un choix. Je me suis dit, si les gens, les lieux, les gens qu'on aime, s'il faut les quitter au moment où il y a des problèmes, je pense que l'amour n'aurait pas été aussi juste. Donc je devais partir le 15 mars. Rappelez-vous que je crois que le lendemain, les aéroports étaient fermés. Donc je suis resté comme vous, comme d'autres, parce qu'il y a aussi des personnes qui vivent au Mali, et que j'ai décidé d'apporter ma contribution en fabriquant des masques. Vous avez fait ce choix en toute connaissance de cause, sachant bien qu'on est en période de pandémie et les structures de santé sont mieux équipées de l'autre côté qu'ici. Vous restez quand même au Mali? Ah oui, je reste. D'abord, je ne suis pas malade. Ensuite, les recommandations, c'est vous protégez les autres. Mais en fait, ce qui m'a donné l'idée au départ, c'est que moi, quand j'ai commencé à créer les masques, c'était bien avant le premier cas de coronavirus déclaré au Mali. L'histoire, c'est que... Vous saviez déjà que ça allait arriver? Il y en avait déjà ailleurs. D'accord. Donc à l'époque, rappelez-vous, c'était les masques FFP2. Donc je me suis dit, les masques FFP2, c'est forcément dédié au personnel de santé, ou en tous les cas au personnel qui s'occupe directement des malades. Mais vous et moi, si nous respectons les gestes barrières, il faut se protéger avec des masques en coton. Je vais à la pharmacie acheter des masques pour le personnel de la fondation. Le masque coûtait 5 000 francs pour une durée de vie de 3 heures. Quelle est la personne qui est capable de dépenser cet argent? Ce n'est pas possible. Du coup, je me suis dit que le Mali a la plus grande production de coton de tout le continent africain. Et pourquoi ne pas fabriquer des masques justement de ce que moi j'appelle l'or blanc du Mali? Et pour vous le prouver, je me fais le plaisir de vous en offrir un. Merci. On parlait d'environnement tout à l'heure. C'est vrai que je suis contre le plastique, mais la spécificité de nos masques également, c'est que lorsqu'ils viennent d'être fabriqués, nous les lavons parce que nous ne savons pas dans quelles conditions ils ont été fabriqués. On ne savait pas si c'était par terre, etc. Donc on est malheureusement obligé pour le moment de les mettre dans ces petits sachets que vous allez me faire le plaisir de vous retourner. De me retourner. D'accord. Et vous allez le porter et vous me direz ce que vous pensez. D'accord, restez sur place, on va gérer ça. Voilà, merci beaucoup, madame. Alors, en attendant, je vais vous poser la question suivante. Vous décidez carrément de réorienter les actions de la Fondation vers la production de masques? Mais évidemment, on est là, on est confiné, on ne peut pas partir, il n'y a pas d'avion, les aéroports sont fermés. Vous ne pouvez pas rester les bras croisés en disant on va attendre la fin de la pandémie. On ne sait même pas quand elle va s'arrêter, cette pandémie. Donc nous avons dû... Et puis comme on nous dit que c'est dangereux, c'est grave, au départ on ne peut pas être plus de 50 personnes. Pour ramasser le plastique de la ville de Bamako, je pense que c'est secondaire. Je crois qu'aujourd'hui il faut plutôt se concentrer sur la santé des populations. Quand la population sera en meilleure santé, on pourra reprendre les activités. Donc nous avons décidé de réorienter nos activités, et puis surtout nous avons écouté le message du chef de l'État qui a dit un Malien, un masque. Et donc comme nous sommes là, nous avons absolument écouté ces recommandations
et nous avons commencé à fabriquer des masques et à distribuer aux populations les plus démunies. J'avoue qu'il est très confortable, votre masque. Merci. Alors, comment est-ce que vous vous organisez pour produire ces masques? Vous vous mettez en relation avec des tailleurs locaux? D'abord, parce que mon mari est médecin, donc c'est lui qui m'a orienté vers la forme du masque. Il faut savoir que les Africains, les Européens, les Asiatiques n'ont pas le même faciès. Donc il fallait absolument qu'on adapte ce masque à notre faciès. Vous avez vu qu'on est bien couvert en haut, etc. Absolument. Et qu'on peut respirer. Donc j'ai trouvé un tuto sur Internet, j'ai fait un prototype, enfin un patronage. À partir du patronage, j'ai fait un prototype, donc on a identifié des tailleurs, parce que cette pandémie aussi, elle appauvrit les populations économiquement. Si ces populations ne peuvent pas travailler, eh bien ça va être un gros problème. Donc j'ai une vingtaine de tailleurs à qui j'ai remis les prototypes et qui fabriquent ces masques. Alors, vous dites que vos masques ont été validés par le ministère de la Santé dans un pays où on ne met pas trop l'accent sur l'homologation de masques. Qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça représente quelque chose de formidable et d'important pour nous. Au début, nous avons offert 1000 masques au ministère de la Santé. Donc, le ministère de la Santé ne les aurait pas acceptés s'ils n'étaient pas conformes. Donc, il y a eu une validation de son comité scientifique. Encore une fois, ce n'est pas un masque FFP2, mais c'est un masque de protection de vous et moi. Et comme il est fait dans ce coton, dans ce or blanc du Mali, il est absolument confortable, etc. Et encore une fois, si nous respectons la distanciation. Donc, nous avons offert des masques au ministère de la Santé, nous avons offert des masques à la fondation, à l'ONG de la Première Dame, nous avons offert des masques à l'école de maintien de la paix, nous avons offert des masques aux agriculteurs de Bougouni qui fabriquent le DA. Le DA étant une fibre, une matière qu'on pourra utiliser quand on aura éradiqué les plastiques. Donc, si on veut qu'ils continuent à travailler, il faut qu'on les protège. Alors, la dimension coton, l'or blanc, c'est aussi important pour vous? Mais enfin, il y a de l'or or, les bijoux. Mais le coton, c'est de l'or blanc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé en disant oui, mais c'est quoi l'or blanc du Mali? C'est le coton le plus beau, le plus pur qui existe. Et c'est peut-être aussi une façon de conscientiser les gens en disant écoutez, vous avez de l'or dans les mains, utilisons-le. Non seulement il pousse, mais maintenant, je travaille également avec des tisserands de Sikasso qui eux aussi doivent travailler si on veut que l'équilibre continue économiquement parlant. Ce que je fais, c'est rien. Mais ce que je fais, je suis persuadé qu'il y a des familles aujourd'hui qui peuvent manger et qui peuvent se lever le matin parce qu'ils ont quelque chose à faire. Et le plus important, c'est que vous donnez l'exemple. Mais est-ce que vous avez un objectif en termes de quantité de masques à produire? Quel sera l'indicateur qui vous dira mission accomplie? Bien. Le jour où tous les Maliens, comme l'a dit le président, auront un masque, là, l'objectif sera atteint. Mais madame, est-ce que vous remarquez quand même l'insouciance un peu des Maliens, comme le souligne ces derniers temps le président, un peu par rapport à cette pandémie de Covid, les Maliens qui ne portent pas trop le masque? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous leur diriez? Moi, vous savez, ils vous répondent que donnez-moi le masque et je le porte. Donc, je crois qu'il faudrait surtout qu'on suive les recommandations du chef de l'État, du président, qui a dit, lui, il ne va pas les fabriquer lui-même. Mais nous pouvons les fabriquer. Personne n'est capable aujourd'hui à Bamako, en tout cas au Mali, de fabriquer 10 000 masques par jour parce qu'il n'y a pas les machines. En revanche, nous pouvons avoir 10 000 tailleurs qui chacun peut prendre un bout et on peut y arriver. Alors, les masques, les créateurs en font aujourd'hui un accessoire de mode, de la parure. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, vous qui êtes quand même de la haute couture? Moi, je trouve que c'est une très bonne idée parce que de toute façon, on est appelé à porter ces masques pendant très longtemps. On ne peut pas mesurer dans le temps. Mais ce qui m'importe, c'est la qualité de la matière. Ce que vous venez de dire justement en disant que vous étiez confortable, on n'étouffe pas, c'est encore une fois grâce à cette qualité du tissu, de la matière. Maintenant, peut-être qu'on pourrait inventer des masques pour le soir avec des plumes, avec des strass. De toute façon, le Malien a des doigts en or, donc il pourra les broder. Mais ce que je peux simplement vous dire, c'est que moi, je les ai choisis blancs. Pourquoi?
parce que quand c'est blanc et quand c'est sale, ça se voit. Oui. Donc l'objectif, c'est que vous regardiez, quand vous voyez que votre masque n'est pas propre, vous le lavez. S'il est noir, s'il est vert ou il est bleu, on fait semblant de rien. Donc, et lorsque nous offrons le masque, nous l'offrons aussi avec un savon. Ah oui, c'est un piège. Non, c'est un plus. C'est un message. C'est un message. Et ce savon est aussi fabriqué par une coopérative de femmes à Bamako, encadrée par Mali Health. Donc je pense que c'est important, encore une fois, de faire travailler ces femmes pour qu'elles puissent acheter les condiments et vivre dignement. Alors, quand les créateurs, les couturiers et autres stylistes s'en mêlent, est-ce qu'on peut imaginer ou espérer que le masque un jour entrera dans les habitudes comme les autres habits que nous portons? Mais je pense que c'est en cours. Regardez, on ne peut plus sortir sans porter un masque. Maintenant, on le porte volontiers. Si vous êtes confortable, si vous n'êtes pas serré, si vous n'étouffez pas, si il devient comme un vêtement. On aime porter un vêtement, enfin, on porte facilement un vêtement dans lequel on est confortable. Il y a quelques années, on portait des choses très très serrées, cintrées, on disait cintrées. Vous, là, dans votre magnifique boubou, vous êtes confortable. Merci. Et donc, avec le masque aussi confortable, après, ça devient une habitude. De toute façon, nous y sommes obligés. Alors, revenons à l'environnement, ce domaine dans lequel vous aviez quand même décidé de vous investir au Mali avant la pandémie de Covid-19. On a parlé au début de cette émission de réorientation des activités de la Fondation. Est-ce que le projet concernant les déchets plastiques de Bamako est aujourd'hui abandonné? Absolument pas. Il n'est absolument pas du tout abandonné. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de ce coronavirus qui nous empoisonne la vie. Il est évident que c'est impossible de réunir, de demander aux gens de se concentrer sur le plastique alors qu'on doit se concentrer sur la santé. Je pense que chaque chose en son temps. Non, ce n'est pas du tout abandonné. Dès que les choses vont se stabiliser, finalement, nous allons pouvoir nous appuyer sur ces masques où nous protégeons notre santé, d'abord, pour ensuite informer les populations pour protéger leur environnement. Alors, rappelez-nous quand même ce que vous aviez envie de faire dans ce cadre. C'était un concours, une compétition entre les communes du district. Absolument. Au départ, c'était vrai que c'était un projet ambitieux, mais en même temps, il faut avoir des projets ambitieux. C'est l'effort que vous faites est le même. Donc, au départ, l'idée, c'était de lancer un concours entre les 6 communes de Bamako pour l'éradication du plastique. Et la commune lauréate devait remporter 100 millions. Mais les 100 millions, ce n'était pas une personne qui partait avec l'argent cash ou chèque dans sa poche. C'était aussi l'idée que les gens, surtout les femmes et les jeunes, se mettent ensemble et nous proposent un projet à financer pour être sûr que cet argent serve à la communauté. Donc vous êtes quand même regardant sur la destination des fonds que vous vous apprêtez à donner aux communes. Absolument, parce que sinon ça ne sert à rien. Sinon je serais une magicienne, j'aurais des arbres, je ferais comme ça, les billets tomberaient, mais ça n'a aucun intérêt. Et puis à côté de ça, il y avait aussi, imaginez un concours de création d'objets d'art uniques, fait dont 50% de cette composition devait être en plastique. Donc on pouvait faire le plastique avec des vêtements, avec du tissu, du plastique avec de l'or, du plastique avec des diamants. Quelque chose comme ça. Mais on va attendre un petit peu le stoppage du coronavirus et on va reprendre. Donc dès que la pandémie du coronavirus va se calmer, on va reprendre. Mais peut-être quand même maintenant, on sensibilise sur sa santé, mais on sensibilise aussi sur l'environnement. Le gouvernement du Mali, quand même, a adopté il y a quelques années une loi qui interdit l'importation, la commercialisation, l'utilisation de ces sachets plastiques. Ça n'a pas résolu le problème. Est-ce qu'il faut aller plus loin en matière de loi, quand même? Je crois qu'il faut déjà mettre le décret d'application. Une fois que la loi est là, il faut un décret d'application. Je pense que c'est au gouvernement qui est en charge de cet aspect. Quand vous regardez le Rwanda, tout le monde dit le Rwanda c'est magnifique. Oui. C'est vrai. Le Rwanda, vous pouvez vous asseoir par terre, il n'y a pas une poussière. Et on pourrait le faire à Bamako, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste une question de volonté.